Bonjour, bienvenue pour ce séminaire BACnet. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'agenda du jour. Les objectifs de notre présentation d'aujourd'hui, qu'on présentera très rapidement. On va faire un petit zoom sur ce qu'est BACnet, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas forcément la norme BACnet et d'où elle vient. Et notre gros focus sera bien sûr sur le couplage entre BACnet et Panorama, le type de couplage, les intérêts des composants Panorama dans ce type de couplage, et on fera une démo en ligne donc pour voir la construction d'une application BACnet, le fonctionnement d'une application et les fonctions prêtes à l'emploi que l'on vous propose. Donc on tirera des conclusions de cette démonstration et ensuite on passera aux questions-réponses. Donc les objectifs aujourd'hui, eh bien, c'est de présenter les particularités de BACnet, donc souligner ces particularités par rapport à d'autres protocoles dans le domaine de la GTC, et bien entendu souligner les avantages à utiliser le logiciel Panorama pour la supervision d'un réseau BACnet. Donc on va tout de suite passer à une petite description de ce qu'est BACnet. Donc le protocole BACnet, au départ c'est un protocole qui a été spécifié par un regroupement de constructeurs dans le domaine de la climatisation, chauffage et ventilation. Il est depuis standardisé par l'ISO et l'ANSI. Donc c'est indépendant des constructeurs puisqu'ils étaient plusieurs à spécifier ce protocole, donc c'est un protocole ouvert. Deuxième point particulier, c'est un protocole orienté objet. Ça veut dire que dans le protocole lui-même, on décrit des objets et on s'échange des informations sur des objets. Ensuite, en plus de son aspect objet, il est orienté service, c'est-à-dire il décrit un certain nombre de services que doivent fournir les équipements sur le réseau et qui permettent ensuite à un client comme le sera Panorama d'appeler ces services, de les utiliser pour bénéficier de toutes les fonctions du protocole. Donc au départ, c'est un protocole spécialisé dans le domaine de la GTC. Il me semble que les lettres BAC, c'est Building Automation Control, donc c'était vraiment orienté dans ce monde-là. Mais les intérêts de ce protocole, orientation objet et orientation service, et son ouverture, fait que petit à petit, il s'étend aux autres domaines purement de la GTC. Donc on le voit apparaître dans la détection incendie, la gestion des éclairages, et il n'est pas exclu qu'on le voit arriver plus tard dans l'industrie autre que GTC. Voilà, donc un petit zoom sur la notion orienté objet. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va prendre un cas précis. Mettons qu'on ait une sonde, par exemple une sonde de température. En fait, elle va être gérée par un automate BACnet, ce qu'on appelle un device. Elle va être gérée en fait sous la forme d'un objet. Dans le device, on va retrouver un objet analog input, qui est la terminologie BACnet pour décrire une entrée analogique. Et cet objet gère la totalité des informations de la sonde. Donc on va retrouver bien entendu sa valeur, mais on va retrouver son libellé, une unité, etc., sous la forme de propriété d'un objet analog input. Et côté supervision, on va pouvoir demander à faire des lectures sur la present value, qui correspond donc à la température, et l'objet nous enverra des notifications à chaque fois que cette donnée change. Voilà, donc ça c'est un résumé très grossier de ce qu'est BACnet, mais on retrouve les infos essentielles, des objets avec des propriétés et des services qui permettent d'accéder aux données. Alors, maintenant qu'on a vu rapidement ce qu'est BACnet, on va voir comment BACnet a été couplé avec Panorama. Voilà, donc sur une solution de supervision qui ne serait pas orientée objet, par exemple, le superviseur P2, l'ancien superviseur Panorama, on aurait dû faire un couplage de type propriété à variable, c'est-à-dire dans la supervision, créer autant de variables supervision que de données qu'on veut récupérer. Donc, par exemple, sur une analog input, si on veut récupérer la valeur, la description, l'unité et le nom, il faut créer 4 variables. Et donc, entre les deux, on se retrouve obligé à créer un convertisseur, donc par exemple un serveur OPC, qui implémenterait le protocole BACnet d'un côté et qui publierait sous forme d'item OPC toutes les données qu'on veut récupérer. L'intérêt de Panorama E2, qui est lui aussi orienté objet, c'est qu'on va pouvoir faire un couplage beaucoup plus simple à la fois et puissant, puisqu'il suffit de déclarer pour chaque objet côté BACnet
l'objet correspondant dans la supervision. Et là, le couplage, c'est pour ça qu'on parle de couplage, fait que la couche BACnet Panorama utilise les services directement d'objet à objet. Donc, dans le développement de l'application, on a quelque chose de beaucoup plus fidèle à ce qu'on a sur le terrain. Pour chaque objet qu'on veut utiliser dans son applicatif de supervision, on a un objet image côté Panorama et qui présente la totalité des propriétés que l'objet dans le device est capable de supporter. Donc, on retrouve pour une analog input, là on en a listé 4, mais il y en a une trentaine, toutes les propriétés qui correspondent à l'analog input du device. Alors on a un deuxième niveau de couplage avec Panorama, c'est que dans Panorama on a la notion de composant. Et donc ce qu'on propose, c'est un deuxième niveau où l'objet BACnet qui correspond à l'acquisition, donc l'image de l'analog input, en fait on l'implémente sous la forme d'un composant, ce qui va permettre d'embarquer à l'intérieur de ce composant les fonctions de supervision qui correspondent à l'analog input. Donc bien entendu l'alarme qui correspondrait à l'état d'alarme de l'objet dans BACnet, mais aussi l'IHM, donc si on a une représentation générique pour une entrée analogique, on va pouvoir l'embarquer dans le composant, etc., etc. Donc, on va aller un petit peu plus loin, on va faire concrètement une mise en service d'un équipement BACnet. Donc ici, on a quelques petites photos qui correspondent à notre plateforme de test BACnet, celle qu'on a chez nous à Codera. Donc on a des équipements de 3 constructeurs différents ici, qu'on va utiliser aujourd'hui, des équipements Sauter, donc c'est les petites boîtes jaunes pour ceux qui les connaissent, un équipement Vago qui est ici, et un équipement Trend qui est en haut ici. Voilà, donc on va passer au concret. Donc avec Panorama est livré dans une bibliothèque un certain nombre d'applications, dont cette application générique BACnet V2 qui est destinée à héberger une application BACnet quand on veut un développement très rapide. Voilà, donc là, vous pouvez constater qu'on a une unité avec un certain nombre de synoptiques, d'objets d'archivage, etc. Mais rien qui vient d'un réseau BACnet. Donc maintenant, on va créer en live le contenu de cette application, ajouter à cette application ce qu'il faut pour prendre en charge BACnet. Donc pour ça, on utilise un outil qui est fourni avec Panorama qui s'appelle Import BACnet, qui va utiliser les services du protocole pour découvrir les équipements présents sur le réseau. Donc ici, on lui a désigné le projet que je viens de vous ouvrir, de générique BACnet V2. Ici, on lui a dit qu'on voulait qu'il crée le résultat de sa découverte dans l'unité fonctionnelle appli, qui est l'unité de ce projet-là. Par défaut, il va nous créer des instances de composants. Donc chaque fois qu'on trouvera un analog input, on aura un composant analog input avec ses IHM et ses alarmes. Et tout ça, ça va venir par découverte du réseau. On peut aussi travailler par découverte de fichiers EDE. Les fichiers EDE sont des données qui sont générées par les outils de développement des programmes BACnet qui sont dans les devices et qui permettraient de préparer l'application avant que le réseau BACnet soit prêt à l'emploi. Là, nous, on a un réseau disponible sur notre plateforme, donc on va faire la découverte directement. Donc je clique ici sur « Découvrir les devices » et mon outil est en train de détecter les devices qui sont présents sur le réseau. Alors ça tombe bien, justement, il manque celui que je voulais utiliser pour ma démonstration. Donc on va refaire une petite tentative. Ça y est, il est là. Voilà, donc ça, comme c'est des trames en broadcast, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des devices qui ne répondent pas dans les temps impartis. Voilà, donc on a ici les 4 devices, donc les 2 sauteurs, c'est les 2 premiers, et qui ont été reconnus. Donc, on va par exemple déplier celui-ci. Donc là, ça va produire quoi? Ça va faire que l'outil va aller demander au device son contenu, autrement dit la liste des objets qu'il gère. Donc on voit ici cette étape de découverte qui progresse. Donc, je vais agrandir un tout petit peu la fenêtre pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc il nous a trouvé des listes d'entrées analogiques, analog input, de sorties analogiques, analog output, etc., etc. Et donc tous ces objets-là sont accompagnés ici. Donc ils sont nommés comme on l'a demandé dans l'outil, c'est-à-dire le type d'objet, analog input, et son numéro, c'est-à-dire son adresse dans l'automate. Et puis derrière, on a créé un commentaire qui est le nom que le programmeur du programme BACnet a donné à l'objet, suivi du libellé qui lui a renseigné. Voilà, donc on voit que ces objets sont cochés parce que ça veut dire, si j'importe ces objets dans l'appli, ils seront créés dans mon application. On voit que quelques-uns ne sont pas cochés.
ici, par exemple, tous les objets qui correspondent à des descriptions de fichiers ou de programmes automates, hein, comme ça ne m'intéresse pas d'un point de vue supervision, ils n'ont pas été cochés. Donc ça, c'est une petite fonction de notre outil de découverte. On lui indique à l'avance les objets qui nous intéressent d'un point de vue supervision et ceux qui ne nous intéressent pas. Voilà, ça permet de gagner du temps, de ne pas avoir à faire la sélection manuellement à chaque fois qu'on découvre un objet, un automate. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire qu'on n'utilise uniquement que le device 101, donc je vais lui demander de ne pas importer les autres, donc je les décoche, et je clique sur le bouton importer, qui va faire que cette fois-ci, le résultat de cette découverte va être en gros généré dans mon application Panorama. Voilà, donc c'est terminé, je peux refermer mon outil de découverte, je réouvre mon projet, et là je vais découvrir que cet objet device 101 a été créé pendant cette découverte. Et à l'intérieur de cet objet, si je le déploie, je vais trouver la même chose que je voyais dans mon outil tout à l'heure, la liste de toutes mes entrées ou de mes objets du device. Et à l'intérieur, puisqu'on a choisi la version composant, on va trouver les synoptiques qui ont été prévus par Codera comme représentation de ces différents objets. Alors, on va tout de suite concrètement voir ce qu'il résulte de cette découverte. On va faire tourner l'application. Donc c'est une application qui a été conçue pour pouvoir permettre la supervision des devices sans développement complémentaire. Ce qu'on a fait là, ça suffit à pouvoir accéder à toutes les valeurs que l'automate est capable de gérer. Donc c'est bien entendu basé sur des listes. Hein, on n'a pas créé de synoptique réellement pour l'instant, donc tout ce qu'on a, c'est des listes d'objets. Donc par exemple, je vais accéder à la liste des données analogiques. Donc là, je vois toutes les données analogiques que j'ai importées dans Panorama. Donc par exemple, là, il y a notre petit automate qui simule une rampe. Donc on voit ici, en temps réel, la valeur qui est en train d'évoluer. Donc, comme on a fait une découverte basée sur des composants, on peut accéder à des synoptiques prêts à l'emploi qui sont fournis donc avec nos composants, qui nous permettent de visualiser toutes les propriétés que l'entrée analogique est en train de nous fournir là dans le device. Donc on voit hein, son type, sa description, l'unité, le nom, bien entendu la valeur, ici son mode de notification à Panorama. Alors on voit aussi des propriétés invalides, donc ça c'est normal. En fait, dans le standard BACnet, chaque objet standard, comme analog value, a des propriétés que la norme impose, donc elles sont forcément gérées. Donc là, par exemple, toutes celles qui sont valides et en vert ou en jaune, ce sont des propriétés qui sont gérées dans l'objet. Et puis les propriétés qui sont invalides, c'est parce qu'en fait, la norme autorise, disons qu'elle les décrit comme optionnelles, et si le constructeur ne l'a pas implémenté, cette propriété, bah, du coup, on n'a pas de valeur et donc elle reste invalide. Voilà, donc dans nos vues génériques, nous, on a forcément, en tant que fournisseur d'une solution complète, implémenté toutes les propriétés, mais après, on peut n'utiliser que certaines d'entre elles. Voilà, donc ici, on a le reste des propriétés donc, de notre analog value. Alors, cette application ne se contente pas de vous montrer les valeurs temps réel, hein, ça fait qu'une toute petite partie de la supervision. On peut directement utiliser toutes les fonctions. On a par exemple les fonctions courbes, donc on va aller chercher notre rampe, donc on va la retrouver ici, la voilà. Et on voit que depuis que j'ai fait ma découverte et démarré mon projet, le serveur Panorama a fait l'acquisition et est en train d'archiver depuis tout à l'heure ma donnée. Donc là, on voit que tout ce qui est tracé de courbe est totalement pris en charge dans l'application. On peut toujours sur le sujet courbe, on va passer en historique et on va ajouter une donnée qui vient d'un objet un petit peu particulier. Ici, on a un objet TL, qui en BACnet veut dire trendlog. C'est un objet que le protocole BACnet a prévu pour mémoriser dans l'automate les évolutions d'une donnée. Et ça permet ensuite à un client comme Panorama de venir récupérer a posteriori les données qui ont été stockées dans l'automate. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la boîte de propriétés, donc les propriétés qui ont été prévues sur cet objet trendlog, et je vais lui demander d'aller effectuer une lecture des données dans l'automate. Voilà, donc il m'a fait cette lecture. Je vais maintenant tracer la courbe de mon trendlog. Voilà, donc en fait j'ai fait une petite erreur parce qu'elles sont superposées, je vais supprimer celle-là, comme ça on n'aura plus que notre trendlog. Et si je vais ensuite augmenter un petit peu la période, voilà, ben ça c'est l'effet démo, on ne voit pas nos historiques. Donc on devrait constater, elle n'a pas varié.
Ah oui, celle-là, elle ne varie pas. J'ai mon collègue qui me dit à côté, Nicolas, qui me dit que cette donnée, elle ne varie pas. Donc elle est juste passée valide, donc on a récupéré un buffer qui contient une donnée constante, et c'est tout. Voilà. Donc en fait, il va la faire varier, puis tout à l'heure, on verra les résultats. Donc pendant qu'il fait ces petites variations, parce qu'il est connecté donc, à l'automate et il fait varier les données en même temps, on va aller regarder la fonction alarme. Donc ici, on a la page d'alarme qui affiche les différentes alarmes qui actuellement sont en train de remonter du device. Donc vous avez pu constater qu'on n'a pas fait de paramétrage particulier pour obtenir ce résultat. On a là les alarmes suite à la découverte. L'outil a détecté quels sont les objets qui généraient une alarme. Il a configuré les alarmes et on les voit. Voilà. Donc là, Nicolas est en train de modifier l'état des alarmes dans l'automate. Donc là, on voit cette alarme ici qui vient de changer d'état. On a reçu de l'automate une information, un événement de change of state. L'objet est passé off normal, c'est-à-dire qu'il est passé en défaut. Par exemple, sur une analogique, ça peut être on est sorti de la gamme du capteur et donc le capteur il est en défaut, ou il est sorti de son cadre d'utilisation. Voilà, donc là il est revenu en normal, donc l'alarme est ici. Donc voilà l'illustration du couplage. On a vu qu'on a l'acquisition, l'archivage des données, les alarmes, tout ça c'est pris en compte, suite à une simple découverte. Donc on va juste rajouter une dernière petite étape, parce que dans une appli de supervision, en général, on a besoin de synoptiques un petit peu plus représentatifs d'une installation. Donc ce qu'on a prévu pour ça, c'est une petite étape supplémentaire de développement manuel, cette fois-ci. Donc le principe, ça va être de prendre des vues statiques, des vues fond de plan. Donc là, on en a deux exemples dans ce projet qui sont donnés à titre d'exemple. Donc une climatisation et ici une chaufferie. On retrouve dans notre device, voilà, ici on a un dessin qui représenterait la sonde de température extérieure. Donc là, avec tous nos commentaires, on va trouver la sonde de température extérieure. Donc, en fait, ça va être celle-là, par exemple. Non, il y en a une qui est simulée quelque part. Il ne faut pas que je prenne la mauvaise. C'est là, ici. Non, c'est pas celle-là. Ah, les deux. Voilà. Oui, on va prendre celle qui bouge. Ce sera mieux. Comme ça, dans notre synoptique, on verra les choses bouger. Voilà. Donc, je vais prendre dans ce composant qu'on a généré tout à l'heure pendant la découverte, quelques afficheurs en type qu'on a prévus dans notre composant standard pour faire la représentation des données. Donc, on va prendre le bar graphe, l'afficheur à aiguille et puis un afficheur texte. Voilà pour de l'analogique. Et puis pour une booléenne, on va prendre ici celle-là. Je crois que c'est un défaut qu'on sait simuler facilement aussi. Donc on va par exemple prendre tout simplement l'afficheur de l'alarme qu'on va mettre ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce travail de, dynamisation de la vue, on part d'un dessin qui est un simple fond de plan. Donc là, c'est le dessin d'une chaufferie. Ça pourrait être aussi le plan d'un étage d'un bâtiment dans lequel on vient placer les différentes mesures pour les localiser géographiquement. On n'a plus qu'à redémarrer le projet. Alors en fait que la supervision, c'est pas la peine de redémarrer notre serveur. Et cette fois-ci, on va aller regarder dans notre synoptique, ici, sur la chaufferie, on a nos données qui sont directement à l'écran et animées. Donc on a ici nos trois représentations différentes de notre rampe. Et puis ici, on a notre petit témoin d'alarme. Donc là, Nicolas va encore aller modifier dans l'automate notre binary value 44 de façon à faire apparaître le défaut pour qu'on voit graphiquement comment ça se traduit à l'écran. Voilà. Donc là, le binary value est passé en défaut. Donc l'information qui remonte maintenant, c'est plus normal, c'est défaut. On a le petit témoin qui nous dit qu'on est en alarme et on a vu en même temps l'alarme se produire en bas. Donc voilà, on va arrêter là la démonstration. On va revenir maintenant au PowerPoint. Voilà, donc on va arriver aux conclusions de notre démonstration. Le programme qui a été fait dans l'automate par l'automaticien BACnet, par importation, ça nous a permis de construire quasiment totalement l'application de supervision. Je vous rappelle, ça prend en charge l'acquisition, l'archivage des données archivées, des données acquises, pardon, le traitement des alarmes, les tracés de courbes, tout ça c'est prêt à l'emploi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à éventuellement fabriquer des synoptiques qui correspondent à l'installation. C'est fait sous forme de composants. Nous, on vous livre des composants prêts à l'emploi, mais comme ils sont livrés avec le code source, si je puis dire, puisque vous avez les composants, les synoptiques, etc., vous pouvez les personnaliser.
soit en modifiant les représentations, soit en ajoutant si elles sont incomplètes par rapport à vos besoins. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas forcément vu aujourd'hui, parce que c'est un petit peu plus long et puis un petit peu compliqué, c'est que le standard BACnet, comme on l'a dit, décrit un certain nombre d'objets standards, il y en a à peu près 24, je crois, mais il ouvre la porte aux constructeurs de matériel pour fabriquer leurs propres objets ou ajouter aux objets standards des propriétés supplémentaires. C'est ce que la norme appelle les objets propriétaires et les propriétés constructeurs. Et comme dans Panorama, le couplage est réalisé en décrivant les objets, eh bien, un intégrateur peut, sans l'aide de Codera, enfin sans que Codera ait besoin d'intervenir, par simple paramétrage, décrire des objets propriétaires ou ajouter des propriétés constructeurs aux objets standards. Hein, donc, si ça vous intéresse, on pourra vous montrer. On a ça comme exemple si dans les questions, il y a des gens qui veulent voir comment c'est fait. On a des exemples avec le matériel Sauter, où Sauter a créé ses propres objets pour décrire les différentes cartes qui sont affichées dans un module. Et ça permet comme ça de prendre en charge le diagnostic et de voir à distance quelle carte, quelle version et quel état de chaque carte utilisée. Et le dernier petit point, c'est la notion de fonction BBMD. J'ai évoqué très rapidement, peut-être certains d'entre vous l'auront noté, que la découverte du réseau est basée sur du broadcast. Donc, au départ, le protocole BACnet est fait pour superviser un bâtiment. Donc, normalement, dans un bâtiment sur un réseau local, le broadcast ne pose pas de problème. Mais il est de plus en plus aussi utilisé, BACnet, pour superviser des bâtiments sur des réseaux un peu plus étendus, voire même, dans certains cas, à travers Internet. Dans ce cas-là, il est bien évident que le broadcast ne fonctionne pas, puisque dès qu'on a un routeur ou une passerelle, il est bloqué. Donc, BACnet a intégré ça dans ses spécifications, et ils ont créé une fonction qui s'appelle donc BBMD pour BACnet Broadcast Management Device. C'est une fonction qu'on active sur un automate et qui permet à l'automate de jouer le rôle d'un correspondant pour recevoir en point à point ce que l'on aurait voulu broadcaster, et il le rebroadcast en local pour en gros passer les routeurs et nous permettre de continuer de faire fonctionner les services de type broadcast. Voilà, donc là aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés dans les questions-réponses, on pourra vous montrer un petit peu plus de choses. On a terminé aujourd'hui notre présentation et je vais repasser la main à Christophe pour la partie questions-réponses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous espérons bien sûr qu'elle a satisfait à vos attentes. Alors, nous allons maintenant passer quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous pouvez toujours poser dans la fenêtre questions-réponses. François, on a des questions qui concernent les objets. Donc, avez-vous un exemple d'objet type schedule et calendar au niveau supervision? Oui, alors on a un exemple là-dessus très précisément. Donc, je vais à nouveau partager mon écran pour qu'on aille voir ça. Je partage mon bureau. Je reprends la supervision. Et dans les listes d'objets, donc on va retourner ici, et ici on a la liste des objets de type calendar et de type schedule. Donc par exemple, on va prendre ici cet objet-là. Donc j'ouvre son synoptique bêta en quelque sorte. Celui d'en dessous, tu préfères, Nicolas? Il me dit en dessous parce que le programme est plus représentatif de la vérité. Voilà. Donc on va par exemple montrer un programme horaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est un développement Panorama qui permet de proposer une IHM d'édition du programme horaire qui est dans l'automate. Donc là, on voit les différentes plages de commandes. On a par exemple ici, tous les mardis, de 0h jusqu'à 5h30 du matin, on est actif, puis ensuite on passe inactif, etc. etc. Voilà, donc ça c'est le programme. Donc par exemple, si on voulait l'éditer, hein, on peut par exemple attraper cette tranche horaire-là, la raccourcir, là, voilà, on peut changer ça. Il suffit de faire envoyer, ça va envoyer la modification de programme dans l'automate et à partir de maintenant, l'automate utilisera ce nouveau programme horaire. Voilà, donc ça c'est pour un objet schedule. Hein, et puis les objets calendar, ça permet juste de définir des plages de date que les objets schedule peuvent ensuite référencer. Voilà. Je vais revenir à... Très bien François, on a une autre question. Alors, serait-il possible de voir comment fonctionne la création de propriétés sur un objet standard ou la création d'objets complets BACnet spécifiques à un propriétaire? Alors, on va regarder ça. Je ne vais pas forcément faire la création complète, mais je vais montrer le principe. Donc, je reviens à nouveau dans Panneau Studio.
Donc je vais vous montrer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir pour le cas de l'objet Sauter. Ici, donc on a ce petit device, et dans la découverte du device, on a généré des instances d'objets qui sont ici. Voilà, propriétary 384. Alors comment tout ça, ça s'est passé? Eh bien, Sauter a créé une classe utilisateur, ici, dans laquelle ils ont indiqué que cet objet-là correspond à un objet de type BACnet 384, ce qui est dans la plage des numéros d'objets constructeurs. Ensuite, ils ont déclaré les propriétés spécifiques à leur objet qui viennent s'ajouter à celles que vous voyez en gris, qui sont les propriétés que Codera récupère automatiquement pour tous les objets BACnet. Donc voilà, leur travail, c'est uniquement ça. Ils ont créé un nouvel objet, ils ont indiqué quel type lui correspond dans l'automate BACnet, et ils ont créé les propriétés constructeurs de leur objet. Ensuite, comme ils travaillent avec des composants, hein, comme on a pu l'illustrer, ils ont fabriqué le composant qui correspond. C'est-à-dire que l'objet ici, on lui a ajouté des synoptiques qui permettent d'assurer la représentation de toutes les propriétés. Et c'est tout, en fait. Une fois qu'ils ont fait ça, l'outil de découverte, il a détecté l'objet, on lui a indiqué à quel endroit se trouvait le composant qui correspond à tous les objets non standards qu'il est susceptible de rencontrer. Comme ça, il a su l'instancier, et donc il l'a intégré dans l'application, ici en tant qu'objet propriétaire. Donc je crois qu'on a aussi une liste qui permet de les visualiser. Voilà, IO. Donc voilà le résultat de ces objets, ils ont été découverts, et on les a instanciés. Donc là, on voit les propriétés qu'on remonte. Donc là, on a le nom de modèle. Donc je ne sais pas exactement au niveau Sauter à quoi correspondent ces informations-là, mais voilà les informations qu'on récupère donc, dans cet objet constructeur. Alors on continue avec les questions. Peut-on avoir un peu de précision sur la découverte du réseau et que doit-on faire pour passer les routeurs, par exemple dans des entreprises où la découverte doit être multisite? Ok. Alors, donc ça, c'est directement lié à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la fonction BBMD et la notion de broadcast. Alors, on a quelques petits slides qui illustrent un petit peu ça. Voilà, donc on va regarder ces slides du coup. Voilà, donc cette petite animation va illustrer la fonction BBMD. Donc on a un exemple ici d'une supervision panorama avec quelques devices sur son réseau local. On a une passerelle qui permet d'accéder à travers Internet à un autre site, un site distant, sur lequel on a à nouveau quelques devices. Et on souhaite découvrir, ou en tout cas faire fonctionner, tous ces devices BACnet comme s'ils étaient sur un seul et même réseau. Donc c'est là qu'on va utiliser la fonction BBMD. Donc son principe est illustré par l'animation en question. Là, on envoie un broadcast, on atteint forcément les automates qui sont sur le réseau local, mais la passerelle nous a bloqué le broadcast. Et donc, la fonction BBMD, on va l'activer sur un automate du site distant. Et dans Panorama, on lui a déclaré qu'il y a une fonction BBMD sur le site distant. À ce moment-là, il utilise un message qu'il envoie à cette adresse particulière, donc un message en point-à-point cette fois-ci, qui n'est plus bloqué par la passerelle. Et la fonction BBMD, son rôle, ça va être de transformer ce message en broadcast à nouveau. Ce qui permet, quand les automates répondent à ce broadcast-là, à l'automate BBMD de renvoyer toujours en point-à-point la réponse des automates en question. Voilà, donc en fait, la fonction BBMD, c'est une espèce de passerelle à broadcast. C'est vraiment comme ça qu'on peut la décrire. Et donc ça fait que tous les services de type broadcast, pour BACnet, peuvent continuer de fonctionner malgré la présence de pare-feu ou de routeurs. Alors, on continue avec les questions. Donc, apparemment, il n'est pas possible de créer des objets BACnet complets sur un automate Wago, par exemple. On ne peut utiliser que la donnée présente value. Alors, je vais vous passer Nicolas Hamel, qui est, comme on vous l'a présenté dans l'introduction, un de nos développeurs sur la fonction BACnet de Panorama. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, la création d'un objet complet, c'est-à-dire un objet qui n'existe pas dans la configuration de l'automate, donc qui n'a pas été ajouté et configuré via l'outil constructeur, ne peut pas être créé actuellement avec la solution Panorama,
de sorte de modifier la configuration du constructeur. C'est vraiment l'outil constructeur qui gère intégralement les objets créés et instanciés dans les automates, et on ne peut effectivement pas en ajouter comme ça via Panorama, en tout cas dans cette version. Voilà. Très bien. On continue. Quelle est la topologie du réseau, c'est-à-dire comment est relié le device et la supervision? Alors, les réseaux sont simplement un réseau IP, classique, donc soit un réseau purement local, hein, c'est le cas dans un bâtiment où il n'y a pas du tout de routeur. Ensuite, les réseaux type étendu, donc là du coup il faut mettre en œuvre la fonction BBMD qui vous a été présentée par François, mais toutes les typologies réseau IP sont supportées. Très bien, alors on a d'autres questions qui viennent d'arriver, question très intéressante. Comment est géré par Panorama les modifications, donc par exemple la suppression d'un objet dans le device qui a été animé dans un synoptique? Y a-t-il une alerte pour le programmeur Panorama lors de son broadcast? Alors la découverte des réseaux, là, la fonction qu'on vous a présentée, c'est pas quelque chose qui est a priori fait en permanence et en tâche de fond. C'est une opération que le développeur fait quand il sait qu'il a eu des modifications. Il prend l'outil de découverte et il génère une découverte. Donc c'est un petit peu à voir comme un travail de développement ou de maintenance. Hein. C'est pas quelque chose qui va tout d'un coup, pendant que l'exploitation est en service, les objets vont pas disparaître comme ça. Après, dans notre outil de découverte, voilà, on a ici une fonction spécifique à la mise à jour, à savoir on décide à l'avance quand on va faire une découverte comment on va se comporter quand on a des objets nouveaux, des objets qui disparaissent, etc. Hein, donc c'est effectivement quelque chose qu'on a prévu, essentiellement pour le cas où vous commencez par développer votre application par découverte d'un fichier EDE, pour préparer un petit peu l'application avant que les automates soient accessibles, et qu'une fois que vous êtes sur site, vous faites une mise à jour de votre développement par cette fois-ci découverte des automates réels. Voilà, donc cette notion de mise à jour, oui, est prise en compte et gérée dans l'outil. Alors, on va continuer avec les questions. Donc, François, quelles sont les différences, oui, on demande un peu plus de précision, notamment les différences notables entre OPC et BACnet. Oui, donc il faut se souvenir d'une chose essentielle. OPC, c'est plus un protocole qui spécifie une interface entre un client, qui va être le superviseur, et un serveur qui lui va pouvoir gérer des protocoles. Donc au tout début de la présentation, on vous a montré la façon plutôt le couplage qui a été fait entre Panorama et BACnet. En amont de ça, on a présenté un couplage que pourrait être un couplage superviseur vers BACnet à l'aide d'un serveur OPC qui intégrerait le protocole BACnet. Donc là, dans ces cas-là, on a une liaison des informations point par point, c'est-à-dire chaque propriété étant un item OPC. Alors que BACnet, qui est un protocole orienté objet et qui offre des services évolués, les alarmes, les train logs, les schedules, donc de par son orientation objet, le serveur OPC qui embarquerait le protocole BACnet est un facteur limitant à ce niveau-là pour accéder à BACnet, notamment à tous les services et surtout à l'accès objet par objet. Merci Nicolas. Alors on arrive dans les dernières questions. Donc il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Si on utilise de l'archivage à la source, les points ayant évolué pendant une coupe au réseau remontent-ils lorsque le réseau est revenu? Oui, donc c'est François à nouveau. Alors effectivement, les points archivés dans les automates, c'est donc lié à un objet TrainLog. Et donc effectivement, l'objet va mémoriser les données et il y a plusieurs mécanismes pour aller les chercher quand la supervision, entre guillemets, revient. Soit c'est l'objet qui automatiquement envoie une notification pour prévenir qu'il a des données disponibles, ce qui permet à ce moment-là à la supervision de vider le buffer qu'il a constitué. Soit on décide que c'est la supervision qui vient cycliquement chercher. Et dans les deux cas, il y a un mécanisme qui, d'une part, permet à la supervision de ne récupérer que ce qu'elle n'a pas déjà récupéré pour éviter des doublons,
mais aussi qu'elle peut détecter si elle a perdu des données. Parce que forcément, dans les automates, la capacité de mémorisation est limitée, mais on sait dire, depuis les dernières données que j'avais pu récupérer, j'ai une continuité ou non dans les données après la reconnexion de la supervision. Alors on va continuer avec les questions parce qu'on a encore un peu de temps. Comment peut-on contrôler le nombre de variables déclarées dans un projet en BACnet? Alors ça peut pas être plus simple. Il suffit de compter le nombre d'objets. Un objet, une variable. Même si un objet BACnet remonte 30 ou 40 propriétés, en fait, au niveau licence Panorama, enfin si c'est bien ça la question, il compte pour un point. Alors, peut-on exploiter BACnet en télégestion? Alors, la télégestion, c'est donc normalement une supervision avec du matériel en connexion non permanente. Donc, dans BACnet, on vient de parler de TrainLog. C'est une des fonctions qui est nécessaire pour faire de la télégestion. En gros, on se connecte et on va récupérer les données qui ont été mémorisées. Donc, sur cet aspect des choses, on peut faire quelque chose du type télégestion. Mais c'est un peu limitatif parce que, habituellement, en télégestion, on s'attend à être prévenu en cas d'une occurrence d'alarme. Donc, c'est pas complet si on travaille que comme ça. Donc, on a des mécanismes qui, dans l'application, permettraient, en gros, de désactiver la lecture des données dans les équipements et dans ce cas-là, on reçoit que les alarmes, les notifications d'alarme. Et charge après à l'application d'activer la lecture des données. Bon. Mais au départ, BACnet n'est pas réellement un protocole dédié télégestion. C'est plutôt pour de la liaison permanente. Donc nous, on a quand même voulu donner le contrôle total à la supervision pour aller un peu plus loin, de façon à ouvrir un peu ces portes-là, mais c'est pas étudié pour ça au départ. Alors, on a plusieurs questions qui concernent la compatibilité des équipements BACnet, et notamment avec Panorama. Peut-on apporter un peu plus d'informations là-dessus? Est-ce que les constructeurs, est-ce que la norme est bien respectée par tous les constructeurs? On a envie de dire qu'a priori, tous les équipements BACnet sont compatibles avec Panorama. Dans la mesure où Panorama est capable de gérer donc, les objets standards et aussi les objets propriétaires, donc ceux pour lesquels on a fait une démonstration tout à l'heure. L'interprétation, effectivement, peut être floue. À Codera, on a fait des tests avec quand même quelques constructeurs. On a par exemple Sauter, Vago, Siemens, Trend, Johnson Control, Kibak et Peter, Saya, même Legrand. Donc avec tous ces constructeurs, on n'a pas rencontré de problèmes majeurs auxquels on n'a pas su répondre. Donc il n'y a pas de problème de compatibilité connu avec quelques constructeurs que ce soit. Très bien, alors on va passer à une dernière question. Donc, quelle différence y a-t-il entre LON, KNX et BACnet? Et puis, pour repréciser, pourquoi avoir privilégié BACnet dans le produit? Ok, donc les différences essentielles entre LON, KNX et BACnet, BACnet c'est plutôt un réseau de haut niveau qui est plus adapté à un superviseur qui va un petit peu chapeauter tout un système, une supervision de bâtiment, alors que les protocoles LON et KNX, c'est plus traditionnellement des réseaux de terrain. Donc ça, c'était un premier point globalement sur les protocoles. Et puis surtout, en fait, essentiellement, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous avaient demandé une solution BACnet et moins sur les autres protocoles. Donc on a forcément privilégié les demandes de nos clients pour implémenter la solution BACnet en premier. Très bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation et pour les réponses à ces questions. On vous remercie de votre participation puisqu'on était plus de 60 clients connectés aujourd'hui. Voilà, ce web séminaire est maintenant terminé. Bonne journée à vous tous. Encore merci de votre participation sur l'environnement web séminaire Panorama.